Sur un vol de Paris à Jeddah, N'Golo Kanté, l'étoile discrète du football avec son sac à dos usé, entre dans la cabine de première classe où il devient involontairement la cible des moqueries de Pierre Leclerc, un millionnaire français arrogant profitant de vacances luxueuses. De l'aéroport Charles de Gaulle aux cieux arabes, les insultes acerbes de Pierre résonnent, mais le calme de Kanté dissimule une force insoupçonnée. Que va-t-il se passer ensuite ? Kanté restera-t-il impassible jusqu'à la dernière minute ou réagira-t-il d'une manière ou d'une autre ? Suivez avec nous les détails de cette histoire dans les lignes qui suivent. L'aéroport Charles de Gaulle à Paris, un après-midi de printemps en mars, bourdonne comme une petite ville au cœur de la France. Le bruit des valises roulant sur le sol en marbre se mêle aux annonces diffusées en français et en anglais, créant une symphonie chaotique mais vibrante de vie. La lumière pâle du soleil traverse les immenses vitres du terminal 2E, éclairant la foule pressée. Des hommes d'affaires, en costumes impeccables, des familles traînant des enfants bavards et des touristes au regard curieux d'exploration. L'odeur des croissants fraîchement cuits des cafés se mélange aux parfums coûteux, formant une atmosphère typique de luxe et d'agitation. Au milieu de tout cela, dans la zone d'embarquement du vol Air France AF432 à destination de Jeddah, N'Golo Kanté attend silencieusement dans la file de la première classe, si discret qu'il passe presque inaperçu dans la foule. N'Golo Kanté, le footballeur mondialement connu, ne ressemble aujourd'hui qu'à un homme ordinaire. Il porte un t-shirt gris légèrement délavé, un jean déchiré au genou, marque des jours passés à courir sans relâche, et une vieille paire de baskets qu'il affectionne depuis ses débuts sur les petits terrains de la banlieue parisienne. Sur son épaule, un sac à dos en toile simple, effiloché par endroits comme un fidèle compagnon de ses jours difficiles jusqu'à ses sommets de gloire. Son club lui a offert ce billet en première classe en guise de récompense, mais pour Kanté, ce n'est pas un sujet de vantardise. Il se tient là, ses yeux bruns profonds, observant autour de lui avec une rare sérénité, les épaules légèrement voûtées, comme s'il ne voulait pas empiéter sur l'espace des autres. À quelques pas de lui, dans la file d'attente se trouve Pierre Leclerc, un millionnaire français en route pour des vacances somptueuses à Jeddah. Pierre, propriétaire d'une chaîne d'hôtels de luxe allant de Paris à Cannes, est un homme habitué aux projecteurs et à la soumission des autres. Il porte un costume bleu marine taillé sur mesure, des chaussures italiennes en cuir brillant reflétant la lumière et un foulard en soie rouge dépassant de sa poche comme une déclaration de richesse. À son poignet, une montre Patek Philippe scintille, émettant un léger tic-tac à chaque mouvement, comme pour rappeler sa valeur à tous. Ses cheveux poivre et sel sont soigneusement coiffés en arrière, imprégnés du parfum Creed Aventus, une fragrance coûteuse dont il est dit fier. Pierre se tient là, ses yeux bleu pâle balayant la foule avec une arrogance non dissimulée, comme si le monde entier n'était qu'une scène pour son éclat. Lorsque le regard de Pierre s'arrête sur Kanté, il fronce les sourcils, ses lèvres fines se pinçant en une ligne droite. Kanté, qui ajuste ses lacets, lève les yeux et croise ce regard par hasard. Il esquisse un léger sourire et incline la tête en guise de salut, un geste simple mais sincère. Mais Pierre ne répond pas. Au lieu de cela, il émet un petit grognement, sa voix grave teintée de sarcasme résonnant au milieu de la foule. La première classe est devenue si banale, n'importe qui peut s'y faufiler, même ceux qui ont l'air de ramasser des bouteilles dans la rue. Ces mots tranchent l'air comme un couteau aiguisé. Quelques personnes dans la file se retournent, mais personne n'ose intervenir. Kanté se redresse, ses yeux toujours calmes. « Bonjour monsieur », dit-il doucement, sa voix aussi légère qu'une brise. « Je veux juste prendre ce vol. J'espère que vous passerez un bon voyage. » Mais Pierre ne s'arrête pas là. Il fait un pas en avant, se rapprochant de Kanté, et poursuit sur un ton méprisant. « Un bon voyage ? Avec cette odeur de sueur et ses chaussures en lambeaux, je ne comprends pas comment il laisse des gens comme vous en première classe. Ce n'est pas un endroit pour ceux qui ne savent pas où est leur place. » Les haut-parleurs annoncent l'embarquement des passagers de première classe. La file commence à avancer, mais Pierre ne quitte pas Kanté des yeux. Il marche à ses côtés, continuant ses railleries. « Qu'est-ce que vous faites pour vous payer la première classe ? Livreur de journaux ? Ramasseur de poubelles ou à Montmartre ? Je parie que vous vous êtes faufilé ici d'une manière ou d'une autre, parce qu'il est impossible que vous apparteniez à cet endroit. » Kanté ne répond pas immédiatement. Il avance à un rythme posé, les mains dans les poches, le regard fixé sur la porte d'embarquement comme s'il n'entendait pas les insultes. Mais son silence ne fait qu'encourager Pierre. « Muet, hein ? Trop gêné pour parler, sans doute », ricane-t-il, son rire sec résonnant dans le couloir menant à l'avion.
Lorsqu'ils entrent dans la cabine de première classe, l'atmosphère change radicalement. Des rideaux de soie crème séparent la cabine du reste de l'avion. Une lumière dorée douce émane de lustres élégants suspendus et une légère odeur de bois de santal se mêle à l'air luxueux. Les sièges, recouverts de cuir moelleux, sont équipés d'écrans individuels et de plateaux en bois de noyer brillant. Kanté trouve son siège, le 4A, près du hublot, et s'assied, posant son sac à dos au sol avec un geste délicat. Pierre, surpris de découvrir que son siège, le 4B, est juste à côté de celui de Kanté, s'arrête une seconde avant de s'installer. « On se moque de moi ou quoi ?» marmonne-t-il en secouant la tête. « Parmi des milliers de places, il faut que je sois assis à côté de lui. » L'avion décolle, le ronronnement discret des moteurs se mêlant au silence tendu de la cabine. Pierre croise les bras, jetant un regard glacial à Kanté. « Alors, vous avez réussi à monter ici ?» dit-il, la voix chargée de sarcasme. « Mais ne pensez pas qu'être en première classe vous donne de la classe. Regardez-vous, on dirait un ouvrier égaré dans un gala royal. » Kanté se tourne vers lui, ses yeux bruns profonds empreints d'une patience inhabituelle. « Je joue au football, répond-il simplement. Mon club m'a offert ce billet. Je veux juste aller à Jeddah pour me reposer. » Pierre éclate d'un rire sonore qui résonne, attirant l'attention de quelques passagers à proximité. « Du football? Vous ? Un joueur qui ressemble à un gars qui courait pieds nus sur un terrain de village, peut-être? Ne me faites pas rire. Je parie que vous n'avez jamais mis les pieds dans un vrai stade, encore moins joué en professionnel. » Il se penche vers Kanté, sa voix ne masquant plus son mépris. « Vous devriez descendre en classe économique, c'est plus votre place. Ici, c'est pour des gens comme moi, ceux qui ont bâti quelque chose dans leur vie. » Kanté ne réagit pas avec la véhémence que Pierre espérait. Il se contente de regarder par le hublot où des nuages blancs cotonneux défilent sous la lumière déclinante du coucher de soleil. Son calme semble irriter Pierre encore davantage. Ce dernier poursuit son attaque. « Regardez-moi ce sac à dos minable. Je parie que vous n'avez jamais tenu un verre de vin convenable de votre vie. Vous êtes ici juste pour salir l'image de la première classe. » Une hôtesse passe à ce moment-là, s'arrêtant brièvement en entendant le ton de Pierre, mais elle n'intervient pas et se contente de lancer un regard discret à Kanté. L'atmosphère dans la cabine devient pesante. Un homme âgé en costume gris, assis derrière eux, secoue légèrement la tête, ses yeux trahissant une désapprobation. Un jeune couple près de l'allée murmure entre eux, leur regard laissant transparaître une pointe d'agacement envers Pierre. Mais Kanté n'a besoin de personne pour le défendre. Il se tourne vers Pierre, sa voix toujours aussi posée qu'au début. « Je n'ai pas besoin de vin pour me sentir bien, dit-il. La santé et la paix me suffisent. Pour moi, c'est assez. » Pierre esquisse un rictus, son sourire moqueur révélant son irritation. « La paix, on dirait les paroles d'un perdant. Dans ce monde, si vous n'avez ni argent ni pouvoir, vous n'êtes le rien. Regardez-moi, j'ai des hôtels, des villas, des voitures. Et vous, qu'est-ce que vous avez, à part cette apparence misérable ?» Il croise les bras, fixant Kanté avec une satisfaction arrogante, comme s'il avait gagné une bataille invisible. Kanté reste silencieux un moment, ses mains posées légèrement sur ses cuisses, les yeux baissés sur ses vieilles baskets. Puis, il relève la tête, sa voix grave et chaleureuse. « J'ai une famille, des amis et des gens qui croient en moi, dit-il. Je n'ai pas besoin de me vanter pour savoir qui je suis. Vous pensez peut-être que je n'ai pas ma place ici, mais je crois que chacun a sa propre valeur, pas à cause de ce qu'il porte ou possède. » Les mots de Kanté, doux mais tranchants, perçant l'arrogance de Pierre comme une lame. Ce dernier se tait un instant, ses mains serrant les accoudoirs, mais il reprend vite son ton méprisant. « De la valeur ? Ne me faites pas la leçon, petit. J'ai assez vécu pour savoir que ce monde ne respecte que l'argent et le pouvoir. Vous êtes ici, mais vous n'appartenez pas à cet endroit. Vous n'êtes qu'un chanceux égaré. » Le vol se poursuit dans une tension sourde. Les hôtesses apportent des plateaux de repas raffinés, du bœuf bourguignon parfumé, une purée de pommes de terre onctueuses et des macarons délicats, des plats français imprégnés du luxe de la première classe. Pierre commande un verre de vin rouge coûteux, le sirotant avec affectation, tandis que Kanté se contente d'une portion de riz simple et d'un verre d'eau. « Vous voyez ?» lance à nouveau Pierre, la voix pleine de raillerie. « Même pour manger, vous ne savez pas profiter. En première classe et vous mangez comme un mendiant. Quelle honte !» Mais cette fois, une autre voix s'élève. L'homme âgé assis derrière eux se lève et s'approche du siège de Pierre. Il le fixe d'un regard sévère, sa voix grave et autoritaire teintée d'un accent français marqué. « Ça suffit, dit-il. Il n'a rien fait pour mériter vos insultes. Pensez-vous que l'argent vous donne le droit d'abaisser les autres? Regardez-vous un peu. » Pierre, stupéfait, ne s'attendait pas à ce que quelqu'un ose lui tenir tête.
Il ouvre la bouche pour répliquer, mais le regard de l'homme le réduit au silence. La cabine de première classe plonge dans un silence pesant. Kanté se tourne vers l'homme et lui adresse un signe de tête accompagné d'un sourire sincère. « Merci monsieur » murmure-t-il. « Mais je vais bien, ça ne me dérange pas. » L'homme acquiesce en retour, puis regagne sa place, mais ses paroles ont transformé l'atmosphère. Les autres passagers commencent à regarder Pierre différemment, non plus avec déférence, mais avec mépris. Pierre, sentant ce changement, commence à perdre contenance. Il se tourne vers Kanté, sa voix désormais moins assurée. « Écoutez, je ne voulais pas vous offenser personnellement. C'est juste que vous ne ressemblez pas aux gens qu'on voit ici d'habitude. » Mais avant qu'il ne puisse finir, une hôtesse s'approche, se penche vers Kanté et lui chuchote « Monsieur Kanté, le commandant de bord vous transmet ses salutations et dit qu'il est très honoré de vous avoir à bord. Il est fan de vous depuis votre titre de champion avec Chelsea. » Le nom Kanté résonne comme une cloche dans la cabine. Pierre se tourne brusquement, les yeux écarquillés, la bouche entr'ouverte. « Kanté, N'Golo Kanté » marmonne-t-il, la voix tremblante. Les autres passagers commencent à murmurer, certains esquissant des sourires, d'autres hochant la tête comme s'ils avaient déjà deviné, mais préféraient se taire. Kanté se contente d'un léger sourire et d'un signe de tête à l'hôtesse. « Merci. Transmettez mes remerciements au commandant, s'il vous plaît. » Pierre s'enfonce dans son siège, le visage empourpré de honte. Il regarde Kanté, puis baisse les yeux sur ses chaussures impeccablement cirées, comme s'il voulait échapper aux regards autour de lui. « Je ne savais pas. » bafouille-t-il. « Si j'avais su que vous étiez N'Golo Kanté, je n'aurais pas... » Mais Kanté l'interrompt, sa voix toujours aussi calme qu'au début. « Ce n'est pas grave, monsieur Pierre. Ce que vous avez dit ne change pas selon qui je suis. Ce qui compte, c'est la façon dont vous traitez les autres, pas leur renommée. » Ces mots, doux mais incisifs, flottent dans l'air comme une sentence implicite. La cabine, déjà silencieuse après l'éclat de Pierre, s'anime désormais de murmures discrets. Le nom N'Golo Kanté se propage de siège en siège comme une petite vague, depuis les premières rangées près de l'allée jusqu'au recoin près des hublots. Les passagers, qui au départ observaient la confrontation avec retenue, ne cachent plus leur curiosité et leur admiration. Une femme d'âge moyen, les cheveux soigneusement relevés en chignon et portant des lunettes à monture dorée, se penche vers son mari pour murmurer, les yeux brillants comme si elle venait de découvrir un trésor parmi des pierres. N'Golo Kanté, vraiment? Je l'ai vu jouer à la Coupe du Monde, quel joueur incroyable. Son mari hoche la tête, un rare sourire éclairant son visage austère, comme s'il retrouvait une joie d'enfance. L'atmosphère de la cabine évolue peu à peu. La tension oppressante du début laisse place à une chaleur, une proximité inattendue. L'homme âgé en costume gris clair et chapeau fedora, celui qui avait pris la parole pour défendre Kanté, se lève à nouveau. Il s'approche de Kanté, les mains tremblantes d'excitation, mais sa voix conserve la retenue d'un homme d'expérience. « Monsieur Kanté, dit-il, la voix grave et empreinte d'émotion, je suis un grand admirateur. Mon petit-fils ne croira jamais que je vous ai rencontré sur ce vol. Puis-je avoir votre autographe? Pour lui, il vous idolâtre. » Kanté lève les yeux, son sourire, doux, habituel, illuminant son visage. « Bien sûr, monsieur, répond-il, sa voix basse mais sincère. Il sort un stylo bille de son sac à dos et signe une serviette en papier que l'homme lui tend, son écriture penchée aussi simple que sa personne. Ce geste agit comme un signal. Une jeune femme vêtue d'une robe de soie verte élégante quitte son siège, un téléphone à la main, mêlant timidité et enthousiasme. « Monsieur Kanté, puis-je prendre une photo avec vous ?» demande-t-elle, la voix légèrement tremblante. « Mon fils est un fan inconditionnel. Il hurlerait de joie en voyant ça. » Kanté acquiesce, se lève de son siège, sa silhouette menue, irradiant une chaleur singulière. « D'accord, dit-il, se plaçant dans l'allée pour faciliter la prise de vue. Le flash jaillit, et le sourire éclatant de la femme semble se répandre dans toute la cabine. « Merci infiniment » s'exclame-t-elle, regagnant sa place en hâte, ses doigts glissant sur l'écran comme impatients d'envoyer la photo à son fils. En quelques minutes, une petite file se forme près du siège de Kanté. Un homme d'affaires d'âge moyen, chemise impeccable et lunettes à monture en titane, s'avance avec un petit carnet à la main. « Je ne demande pas souvent des autographes, dit-il avec un sourire gêné. Mais vous êtes une exception. Votre humilité sur le terrain est une leçon que je raconte toujours à mes enfants. » Kanté sourit et signe le carnet avec une concentration légère, comme si chaque trait était un cadeau qu'il offrait. Un jeune homme, à peine sorti de l'adolescence, vêtu d'un hoodie et d'écouteurs autour du cou, se faufile à son tour, les yeux brillants.
Monsieur Kanté, vous êtes une légende. Je peux faire un selfie avec vous? Mes amis vont devenir fous en voyant ça. Kanté hoche la tête, restant immobile pour la photo, son regard aussi paisible qu'un lac sans rides. Pendant ce temps, Pierre reste recroquevillé sur son siège 4B, à quelques pas seulement de Kanté, mais séparé de tous les autres par un océan invisible. L'agitation autour de Kanté ne fait qu'accentuer son isolement. Ses mains agrippent les accoudoirs avec force, les articulations blanchies par la tension, comme sur le point de se briser. La sueur commence à perler sur son front, bien que la température de la cabine soit maintenue fraîche par la climatisation. Ses yeux, bleu pâle, balayent l'espace, croisant parfois les regards discrets mais glacials des autres passagers, des regards qui ne traduisent plus la déférence, mais un mélange de mépris et de curiosité. Il ressent chaque coup d'œil comme une aiguille s'enfonçant dans sa chair, chaque rire étouffé de la foule comme un coup de marteau sur son ego déjà fissuré. Dans l'esprit de Pierre, une tempête fait rage. Il revoit les mots qu'il a lancés à Kanté, ses insultes cinglantes, ses moqueries empreintes d'arrogance, et imagine qu'il pourrait se répandre au-delà de cette cabine. Que se passerait-il si l'un de ses passagers avait filmé la scène ? Si ces paroles venaient à être diffusées sur les réseaux sociaux, dans les tabloïds qu'il méprise, mais dont il connaît la puissance. Lui, Pierre Leclerc, qui s'est toujours enorgueilli de sa réputation, un homme d'affaires prospère, une icône de richesse et de pouvoir, pourrait être ruiné en quelques heures. Il visualise les gros titres, un millionnaire français humilie N'Golo Kanté en plein vol, l'arrogance dévoilée. Ou pire encore, des articles qui fouilleraient à son passé, exhumant des transactions douteuses qu'il a soigneusement dissimulées pour alimenter le scandale. Son cœur bat à tout rompre dans sa poitrine, chaque pulsation résonnant comme un avertissement. Il jette un regard furtif à Kanté, qui signe patiemment un autographe pour un autre passager, et une vague de peur le submerge comme un tsunami. Kanté racontera-t-il cette histoire? Révélera-t-il à la presse que lui, Pierre Leclerc, l'a traité de ramasseur de poubelles et de travailleur égaré? Sa réputation qu'il a mis des décennies à construire est aussi fragile qu'un château de sable face à une marée montante. Il imagine les appels de ses partenaires de commerciaux, leur voix glaciale annonçant qu'ils ne veulent plus travailler avec un homme arrogant et inhumain. Il voit des publications sur Twitter, des hashtags comme Pierre Leclerc, raciste ou Cancel Pierre, se propageant à une vitesse fulgurante, entraînant l'effondrement de sa chaîne d'hôtels pour laquelle il a tant sué. Pierre déglutit péniblement, sa gorge aussi sèche que le désert du Sahara qu'il s'apprête à rejoindre. Il voudrait se lever, s'enfuir de cette cabine, mais ses jambes semblent clouées au siège. Il baisse les yeux sur sa montre Patek Philippe, autrefois source de fierté, qui ne fait maintenant que lui rappeler que le temps passe, chaque seconde le rapprochant d'un scénario catastrophe. Il pense à sa famille, à Paris, sa femme qui se vante toujours de son mari auprès de ses amis, ses enfants élevés dans le luxe et ignorant de la honte. Que se passerait-il s'ils lisaient dans ces articles? S'ils étaient moqués par leurs camarades à cause de leur père arrogant? Dans sa panique silencieuse, Pierre ne remarque pas que les yeux bruns profonds de N'Golo Kanté l'observe discrètement depuis le siège voisin. Kanté, après avoir signé quelques autographes et pris des photos avec les derniers passagers, se rassied, posant son vieux sac à dos sur ses genoux par habitude. Il incline légèrement la tête, son regard dénué de jugement mais empreint de douceur, comme s'il pouvait percevoir les tourbillons qui agitent l'âme de Pierre. Son silence n'est pas de l'indifférence, mais une attention, une qualité rare qu'il transporte des terrains de football à la vie quotidienne, toujours prêt à agir au bon moment. Pierre, dans une tentative de masquer sa peur, baisse encore plus la tête, ses mains tremblantes agrippant le bord du siège, ses ongles s'enfonçant dans le cuir au point de laisser de petites marques. La sueur coule le long de ses tempes, tachant le col immaculé de sa chemise blanche de légères auréoles. Il essaie de respirer profondément, mais chaque inspiration n'est qu'un hoquet étouffé dans sa gorge. Il n'ose pas lever les yeux, n'ose pas affronter Kanté, qu'il a si durement insulté quelques heures plus tôt. Mais soudain, une voix grave et douce résonne à son oreille comme une brise apaisante au milieu d'une tempête. « Monsieur Pierre » appelle Kanté, sa voix tendre mais assez claire pour percer la carapace d'arrogance que Pierre tente encore de maintenir. Pierre sursaute, levant les yeux avec une expression de panique, tel un animal acculé. Kanté lui offre un léger sourire, ses yeux brillants d'une sincérité que Pierre n'a jamais vue dans son milieu huppé. « Je vois que vous ne semblez pas à l'aise » dit Kanté, sa voix calme comme une confidence. « Je ne veux pas que vous vous inquiétiez de ce qui s'est passé. Pour moi, ce n'est pas important.
Pierre ouvre la bouche mais aucun son n'en sort. Sa gorge semble étranglée par la honte qui monte en lui. Il veut dire quelque chose, une excuse, une justification, mais tout reste bloqué dans son esprit chaotique. Kanté, comme s'il comprenait ce combat intérieur, pose une main sur la coudoir entre eux. Un geste simple mais chargé de réconfort. « Je ne raconterai ça à personne, dit-il, sa voix ferme comme une promesse. Je ne veux pas que vous ou votre famille allez souffriez à cause de mots prononcés dans la chaleur du moment. Cette histoire s'arrête ici, entre nous. » Ces mots tombent comme une pluie bienfaisante en plein jour de canicule, apaisant le brasier de peur qui consumait l'esprit de Pierre. Il regarde Kanté, ses yeux bleu pâle, autrefois froids, désormais voilés par un brouillard d'émotions. Il veut y croire, mais le doute hurle encore en lui. Une personne comme Kanté, avec un cœur aussi généreux, tiendra-t-elle vraiment sa promesse? Mais avant qu'il ne puisse poser la question, Kanté fait quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. Kanté se lève de son siège, sa silhouette menue dégageant une force invisible, et s'avance au milieu de l'allée de la cabine de première classe. Les murmures des passagers s'arrêtent net, tous les regards convergeant vers lui. Il s'éclaircit doucement la gorge, non pour imposer son autorité, mais pour capter l'attention naturellement. « Excusez-moi tout le monde » commence-t-il, sa voix grave et chaleureuse résonnant dans le silence. « Je voudrais dire quelques mots avant notre atterrissage. Ce qui s'est passé aujourd'hui entre Monsieur Pierre et moi, j'espère que vous pourrez le garder pour vous. Je ne veux pas que cette histoire quitte cette cabine, pas pour moi, mais parce que je crois que nous faisons tous des erreurs parfois. » Les passagers échangent des regards, certains hochent lentement la tête, d'autres esquissent des sourires empreints de compréhension. Kanté poursuit, son regard parcourant chaque visage avec une sincérité rare. « Je suis habillé simplement aujourd'hui, peut-être pas à ma place en première classe, dit-il, une pointe d'autodérision dans la voix. Alors, si quelqu'un m'a mal jugé ou méprisé, je pense que c'est compréhensible. Je ne blâme pas Monsieur Pierre. Il a juste dit ce qu'il pensait sur le moment. J'espère que vous pourrez lui accorder votre indulgence comme je l'ai fait. » Les paroles de Kanté se propagent comme une vague douce à travers la cabine. Une femme d'âge moyen, qui lui avait demandé un autographe, hoche légèrement la tête, ses yeux brillants d'admiration. L'homme âgé au chapeau fedora sourit et murmure à son voisin « Ce n'est pas seulement un grand joueur, c'est une personne exceptionnelle. » Un jeune homme avec des écouteurs acquiesce, ses doigts s'immobilisant sur son téléphone comme s'il venait de saisir une leçon bien plus précieuse que les selfies qu'il avait pris. Pierre, figé sur son siège, sent son cœur s'arrêter un instant. Il regarde Kanté, debout, avec sa simplicité et sa noblesse, et pour la première fois de sa vie, il se sent petit, non pas à cause de sa fortune ou de son statut, mais de son âme. Les mots de Kanté ne sont pas seulement une protection pour lui, mais une bouée de sauvetage jetée au milieu des flots de peur et de honte. Il baisse la tête, ses mains ne tremblent plus et reposent détendues sur ses cuisses, comme si un poids invisible venait de s'envoler. Kanté regagne son siège et s'assied à côté de Pierre, son regard toujours aussi paisible qu'un lac sans remous. « Vous n'avez plus à vous inquiéter », murmure-t-il, assez bas pour que seul Pierre l'entende. « Les gens ici sont bienveillants. Ils ne vous feront aucun mal. » Pierre lève les yeux. Son regard n'est plus paniqué, mais embué d'une émotion nouvelle, la gratitude. Il murmure, la voix rauque comme étouffée par l'arrogance qui fut autrefois son armure. « Merci Kanté, je ne mérite pas ça. » Kanté se contente de sourire, sans répondre, et tourne son regard vers le hublot, où les premières lumières de Djeddah scintillent sous le ciel crépusculaire. La cabine retrouve son calme, mais ce n'est plus le silence pesant de la tension, plutôt la sérénité de la compassion. Pierre reste assis, les mains sur les cuisses, regardant Kanté avec une admiration qu'il n'avait jamais accordée à quiconque dans sa vie d'orgueil. Il sait que, même si ce vol prend fin, les paroles de Kanté resteront avec lui pour toujours, non comme un reproche, mais comme une chance de devenir une meilleure personne. Lorsque l'avion atterrit à l'aéroport international Roi Abdelaziz, la lumière orangée du coucher de soleil s'étend sur la piste, Pierre reste immobile, laissant Kanté partir en premier. Il suit des yeux la silhouette frêle qui disparaît dans la foule, et pour la première fois, il ressent un soulagement, non pas parce que sa réputation était préservée, mais parce qu'il vient d'être témoin d'un cœur véritablement généreux, d'une âme noble qu'il a tirée des ténèbres de lui-même.